La nuit tombée, Johan prépare son campement, allume un feu, dresse sa tente et s'endort dans cette dernière. Quelques heures après, elle est réveillée par un bruit étrange. Elle ouvre sa tente et là... Salut les amis, c'est Kensho et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Thread Horror. Est-ce que ce ne serait pas la dernière vidéo 2021 de la chaîne? Oui, mais je vous retrouve très bientôt dimanche 19 h pour une nouvelle vidéo. Du coup, j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une merveilleuse année 2022. Je sais qu'il y a des personnes de tout âge qui regardent mes vidéos, donc je vais essayer de tous vous regrouper dans mes meilleurs vœux. Bonne réussite scolaire à vous, j'espère que vous allez avoir votre brevet, votre baccalauréat, votre BTS, votre licence, votre master, votre doctorat. Et pour ceux et celles qui ne sont plus à l'école, je vous souhaite une très bonne réussite professionnelle. Et pour finir, pour vous tous, je vous souhaite la santé, beaucoup de positivité et que vos projets puissent se réaliser le plus tôt que possible. Sur ce, installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire et c'est parti, générique. La première histoire est celle d'Olivia. Elle avait 24 ans à l'époque et ce jour-là, elle traversait seule les États-Unis en voiture pour rejoindre son fils qui était avec son ex-conjoint. La veille, elle était allée s'occuper d'un membre de sa famille malade dans une autre ville et était à présent sur le chemin du retour. On est au beau milieu de la nuit et très peu de personnes sont présentes sur la route. Soudainement, Olivia, en regardant sur son rétroviseur, aperçoit une voiture de police avec le gyrophare allumé et qui semblait lui faire des appels de phare. Ça fait plus de 2 heures qu'elle conduit, elle a passé une journée épuisante et elle est un peu énervée par rapport à ce policier qui était en train de la suivre. Il semblait clairement vouloir l'arrêter, mais pourtant Olivia n'a fait aucun excès de vitesse. Mais elle décide tout de même de se garer sur le bas-côté pour régler cette affaire au plus vite et rentrer chez elle. Le policier se gare alors derrière Olivia et se rapproche de sa fenêtre côté conducteur. Ce qui est bizarre puisqu'ils viennent toujours à la fenêtre du côté passager, surtout sur les routes fréquentées. Et je le rappelle, Olivia est sur une autoroute. Quoi qu'il en soit, le policier va alors demander à Olivia de lui donner tous les papiers du véhicule et elle va s'exécuter afin de lui donner tout ce dont il a besoin. En se saisissant des papiers du véhicule, le policier commence alors à fixer très longuement Olivia droit dans les yeux sans dire un seul mot. Puis ce dernier se dirige vers sa voiture et aussi vite qu'il est reparti, il revient sur ses pas et ordonne à Olivia de sortir de son véhicule sans lui préciser quoi que ce soit. Elle est inquiète puisqu'on ne l'avait jamais demandé de sortir de son véhicule auparavant. Elle avait certes déjà eu des contraventions, mais les policiers se contentaient de lui donner son amende à travers sa fenêtre. Mais Olivia va quand même s'exécuter pour ne pas avoir de problème. Le policier commence alors à demander à Olivia si elle avait bu, ce à quoi elle va répondre à la négative. Elle va alors lui demander en retour pourquoi il l'avait arrêtée. Et le policier va tout simplement lui répondre qu'elle conduisait d'une façon erratique, ce qui l'a poussé à l'interroger. Bien entendu, tout cela n'était pas vrai et cela va alors commencer à rendre Olivia de plus en plus confuse. Le policier enchaîne alors en faisant passer à Olivia un test d'alcoolémie pour détecter la présence d'alcool dans son sang. Mais le test s'avère négatif. Il demande alors à fouiller le véhicule pour voir si elle transportait des produits stupéfiants. Olivia réfléchit alors pendant 1 minute, elle connaissait ses droits et elle savait très bien qu'elle pouvait refuser la fouille. Mais bon, il est tard, elle est fatiguée et elle n'avait clairement pas envie de rentrer dans une dispute inutile pour une histoire de refus. Elle lui donne alors le feu vert pour fouiller sa voiture, car de toute façon, elle savait qu'elle ne transportait rien d'illégal. Le policier commence alors à fouiller la voiture de fond en comble et en s'approchant du coffre, il ouvre une petite valise contenant les affaires de danseuse d'Olivia. Le policier va alors lui poser des questions par rapport à sa découverte et elle va tout simplement répondre qu'elle était stripteaseuse à temps partiel et que c'était tout simplement sa tenue de travail. Tout d'un coup, l'attitude du policier se met alors à changer. Il commence à s'énerver sur Olivia en lui disant que son travail était répugnant
et que ce genre de boulot ne devrait même pas exister. Olivia, irritée par ces mots, commence petit à petit à perdre patience. Mais elle décide tout de même d'examiner la situation. Elle est seule avec ce policier, au milieu de nulle part. Il y a 1 ou 2 véhicules qui passent occasionnellement et elle n'a strictement rien pour se protéger en cas d'une éventuelle agression. Sans même lui donner une occasion de parler, le policier demande à Olivia de se diriger vers les arbres à côté de l'autoroute pour qu'il puisse continuer la fouille sans elle. Cette dernière va alors le regarder fixement et lui répondre tout simplement non. Puis Olivia lui demande alors d'appeler des renforts pour que d'autres officiers viennent sur place pour régler l'affaire. Sa demande semble déconcerter le policier qui clairement n'avait pas du tout anticipé cela. Entre-temps, Olivia essaye d'arrêter les voitures qui passent pour qu'ils viennent à son aide. L'officier enchaîne alors en lui demandant de se calmer, rédige une contravention à la va-vite pour excès de vitesse et repart dans sa voiture à toute allure. Olivia, elle, n'a jamais payé la contravention et elle n'a jamais eu de lettre de relance concernant cette affaire. C'était il y a 20 ans et avec le recul, Olivia se dit que c'était probablement pas un vrai flic, surtout à la vue de ce qui s'était passé ce jour-là. Êtes-vous déjà allé camper seul en forêt au beau milieu de nulle part de nuit, éloigné d'une dizaine de kilomètres de tout contact humain? Non, et bien moi non plus. Mais Joanne est la preuve que cela est possible à une seule et unique condition: d'être prêt à rencontrer toutes sortes de choses terrifiantes de nuit. On est en 2012. Joanne se rend dans une forêt située dans l'état de Washington, près du mont Rainier. Je vous mets une image à l'écran pour que vous vous rendiez compte que je ne rigolais pas lorsque je disais qu'il n'y a personne à des dizaines de kilomètres à cet endroit. La nuit tombée, Joanne prépare son campement, allume un feu, dresse sa tente et s'endort dans cette dernière. Quelques heures après, elle est réveillée par un bruit étrange. Elle ouvre sa tente et là, elle voit un homme assis à côté de son feu qu'elle avait allumé à quelques mètres de sa tente. Rien de très particulier concernant l'individu. Il semble ordinaire, mais petit détail troublant, il ne possède ni de sac ni de pactage. Lorsque l'homme a vu Joanne ouvrir sa tente, ses yeux sont devenus énormes, comme s'il venait de voir un fantôme, puis l'individu s'est mis alors à courir. Cela a beaucoup perturbé Joanne, qui n'a pas pu dormir de toute la nuit. Mais le jour suivant, elle arrive très vite à passer à autre chose en se disant que c'était sûrement un type défoncé ou quelque chose du genre qui s'était tout simplement trompé de campement. 2 jours plus tard, alors qu'elle est assise près du feu de son nouveau campement situé à une vingtaine de kilomètres du précédent, Joanne entend soudainement des bruits provenant de la forêt. Inquiète et voulant se rassurer, Joanne demande alors à haute voix si quelqu'un était présent dans les parages. Et là, tout d'un coup, provenant de nulle part, une personne lui répond: Savez-vous comment aller à Bears Canyon? Joanne lui répond alors que non et elle a des doutes concernant l'authenticité de ce lieu dont elle n'avait clairement jamais entendu parler. La personne continue alors à engager la conversation, toujours cachée dans l'obscurité. Joanne décide alors d'allumer sa lampe de poche pour mieux apercevoir son interlocuteur. Mais ce dernier va alors lui hurler d'éclairer ailleurs et c'est ce qu'elle va faire pour ne pas énerver cette personne potentiellement folle. Après environ 15 minutes, toujours terrifiée à écouter cette personne parler et lui poser des questions complètement aléatoires cachées dans l'obscurité, Joanne a comme une impression que la voix s'était rapprochée d'elle. Elle braque alors de nouveau sa lampe en direction de la voix et là, elle découvre avec horreur que c'était le même homme qui était assis devant sa tente 2 nuits auparavant. Ce dernier a sûrement suivi Joanne sur plusieurs kilomètres pendant 2 jours, car il était strictement impossible qu'il ait pu se retrouver accidentellement au même endroit dans une montagne aussi vaste. Au moment où la lumière de la lampe de poche éclaire son visage, l'individu prend alors de nouveau la fuite sans dire un seul mot. Joanne commence alors à le poursuivre, mais elle n'avait pas envie de se perdre dans la forêt sauvage, dans l'obscurité. Et elle s'arrête alors rapidement après avoir parcouru environ une trentaine de mètres. Cette fois-ci, elle le sait, la seule façon dont il aurait pu se retrouver au même endroit qu'elle,
aurait été de la suivre depuis le début. Johan, dès les premières lueurs du matin, décide alors de faire le retour à pied qui dure environ 3 jours pour rejoindre sa voiture en contrebas de la montagne. En chemin, elle s'assure de brouiller les pistes en empruntant des chemins abrupts et en se cachant de temps en temps pour vérifier si quelqu'un était en train de la suivre. Lors de sa première nuit de campement, Johan a entendu ce qui semblait être une personne rôder autour de sa tente. La deuxième nuit, elle a entendu ce qui semblait être les cris d'un animal. Mais en tendant un peu plus l'oreille, cela ressemblait plus à un humain qui essayait d'imiter le bruit d'un animal. Finalement, après 3 jours de marche et 2 nuits de terreur, Johan finit par retrouver sa voiture et fond en larmes, soulagé que tout cela soit fini. À ce jour, c'est probablement l'expérience la plus terrifiante qu'elle n'ait jamais connue. Elle n'a toujours aucune idée de qui était ce type ou de ses intentions et aucun moyen d'obtenir une explication. Mais une chose est sûre, c'est que ces quelques jours passés seuls dans la forêt ont été les plus traumatisantes pour Johan. À l'époque, Amélie était encore une lycéenne. Elle vivait avec sa mère dans un appartement situé au 3e étage. Elle dormait dans le salon puisque l'appartement ne possédait qu'une seule chambre et c'était donc celle de sa mère. Amélie, quant à elle, était heureuse de ce petit espace qui lui suffisait largement. Elle se levait toujours à 6 h du matin et sa mère, elle, se levait à 5 h pour avoir le temps de se doucher, préparer le petit déjeuner pour ensuite l'amener à l'école et partir au travail. Ce matin-là, Amélie se réveille et remarque que toutes les lumières de l'appartement étaient allumées. Toutes sans exception, même celle du salon qui sert de chambre à Amélie. Elle décide alors de se lever pour chercher son téléphone, mais il n'est pas là. Étrange. Elle se dirige alors vers la salle de bain où était sa mère et remarque que tous les tiroirs ainsi que toutes les portes des meubles était grande ouverte. Amélie est super confuse et en la voyant, sa mère, qui avait aussi vu toutes les lumières allumées, lui demande alors ce qu'elle avait bien pu faire la veille. Amélie lui répond alors qu'elle ne sait pas de quoi elle parle puisque tous les jours, elle se lève 1 heure après sa mère. Après quelques instants de réflexion, Amélie a alors vu, au fond des yeux verts de sa mère, une prise de conscience. Amélie pouvait lire la peur dans ses yeux et voir toutes les pièces du puzzle se remettre en place dans sa tête. Instinctivement, sa mère bondit alors à la cuisine et là, elle voit la fenêtre de cette dernière grande ouverte. Les couteaux de cuisine sont sur le sol et elle retrouve même quelques empreintes poussiéreuses sur le mur. Quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, avait escaladé leur balcon, était rentré dans leur appartement et les avait volés. Tout ça pendant qu'Amélie, elle, était en train de dormir dans son lit, juste là dans le salon. Sa mère la serre alors dans ses bras et lui demande si elle va bien. Amélie essaye alors de rassurer sa mère, elle lui dit qu'elle n'avait absolument rien entendu la veille et qu'elle ne s'était même pas réveillée lorsque cet inconnu était rentré dans le salon, a allumé la lumière et a commencé à fouiller leurs affaires. C'était super bizarre puisque Amélie a le sommeil super léger, mais cette nuit-là, elle ne s'était pas réveillée. L'intrus n'a pas non plus osé ouvrir la porte de la chambre de la mère d'Amélie et donc elle non plus n'a rien remarqué. Amélie se dit que l'intrus ne savait sûrement pas qu'elle était juste là, dans un coin de la pièce, couché sur son lit. La police, quant à elle, n'a jamais retrouvé le voleur et la mère d'Amélie a fini par installer des barreaux d'acier sur toutes les fenêtres pour éviter une nouvelle intrusion. Et après quelque temps, elles ont fini par déménager de là, laissant derrière elles ce mauvais cauchemar. Jusqu'à aujourd'hui, 6 ans après, Amélie est toujours paranoïaque et elle continue de se demander pourquoi elle ne s'était pas réveillée cette nuit-là. Les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous le savez, abonnez-vous avec le ramen qui est juste à ma gauche. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, n'hésitez surtout pas à laisser un petit like sous la vidéo. Sur ce mes amis, je vous souhaite une excellente fin d'année 2021
et que du bonheur pour la suite. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à dimanche 19 h pour une prochaine vidéo. C'était Kensho, ciao.